Fake News de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP Factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Alors pour la deuxième semaine consécutive, nous réalisons Immédiat à domicile. Nous faisons de notre mieux avec les moyens du bord et nous sommes ravis du gros score d'audience de la dernière émission avec près de 100 000 vues sur YouTube. Merci à vous. Et n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner à la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou pour ne manquer aucun Immédiat. Au sommaire de cette émission, l'image de la semaine, c'est Michel Simès qui continue, mine de rien, à pontifier sur les plateaux de télé malgré ses erreurs quant à la dangerosité du coronavirus. Nous verrons également que les médias ne savent pas sur quel pied danser face aux incroyables loupés gouvernementaux. Les journalistes semblent de plus en plus agacés. Dans la revue de presse de la semaine, nous verrons que les médias s'intéressent peu à l'arrivée possible de l'Albanie et de la Macédoine dans l'Union européenne et qu'ils s'intéressent encore moins aux attaques de migrants à la frontière entre la Turquie et la Grèce. Enfin, nous nous intéresserons au débat médiatique le plus brûlant du moment. Faut-il faire confiance au druide Raoult et boire sa potion magique, la chloroquine? Dans ce Immédiat, nous tenterons d'apporter quelques éléments d'éclairage. Et l'image de la semaine que nous avons choisie, c'est le retour de Michel Simès dans les médias, ici sur RTL. Et cette vague, personne, absolument personne ne l'avait prévue au début de la crise. Aucun scientifique digne de ce nom ne vous aurait dit début janvier que la France serait confinée en mars. Ouais. Alors il est facile de se targuer aujourd'hui d'avoir vu juste avant tout le monde, ce que font certains politiques. Non, ils n'ont pas vu juste avant tout le monde, ils ont fait de la prophétie. On a envie de dire à Michel Simès, mais tais-toi, mais tais-toi. Parce que, il y a des hommes politiques qui ont posé le problème assez tôt, effectivement, à qui il cherchait à faire taire, comme Nicolas Dupont-Aignan, Nadine Morano, Marine Le Pen. Et il y avait dans les revues scientifiques, dans Science notamment, on le verra tout à l'heure, déjà beaucoup d'informations. Donc on a envie de dire à Michel Simès, tais-toi, mais tais-toi. Mais il continue de faire de la communication. Et il a réussi à expliquer qu'il avait été appelé dans la réserve sanitaire, donc il va faire quelques heures dans un hôpital, non pas comme médecin, ce qui est plutôt rassurant, mais comme infirmier, ce qui ne l'est pas du tout, ni pour le personnel qui va aider, ni pour les patients. Bon, c'est comme ça. Bon courage aux patients, mais je pense que... bon courage. Vu ces... Et bon courage aux infirmiers ou infirmières dont il va être le collègue. Hein. Oh là là. Ouais, mais je pense que vu ces derniers déboires médiatiques et le fait que l'opinion publique ait quand même pris conscience qu'il avait gravement édulcoré un petit peu la dangerosité du virus, je pense qu'il va quand même se calmer un petit peu et faire amende honorable et profil bas un petit peu. Ça va pas lui faire du mal et nous faire de mal par la même occasion. Bon, vous êtes bien optimiste. Passons au premier sujet, coronavirus, la faillite du gouvernement. Le coronavirus, le Covid-19, est cette semaine encore au centre de l'attention médiatique. Et après avoir pris conscience de la dangerosité du virus, eh bien, les médias sont aujourd'hui confrontés à un questionnement complexe pour eux. Peuvent-ils attaquer le gouvernement alors que sa responsabilité dans la crise semble de plus en plus évidente? Le gouvernement avait-il bien anticipé et préparé la crise du coronavirus? Si l'on en croit Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui s'exprime sur CNews, aucun souci d'anticipation.
Avant même que l'OMS ne déclare qu'il y avait là une pandémie mondiale, nous avons commencé à réaliser ici en France des points réguliers par le professeur Jérôme Salomon dès le 21 janvier. Le Premier ministre, dès le 26 janvier, a réuni autour de lui les ministres qui étaient impliqués dans cette crise. Nous avons été le seul pays européen à organiser un rapatriement de nos compatriotes en provenance de Wuhan. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un défaut d'anticipation de cette crise, bien au contraire. Et Jean-Yves, je vous propose d'écouter Charlotte Dornelas qui analyse la communication gouvernementale. Mais honnêtement, je crois surtout que c'est un problème de vérité, encore une fois. Le problème, c'est qu'au lieu de dire la vérité, à savoir il y a une pénurie à la fois de masques et de tests, on explique que ça ne sert à rien. Finalement, on adapte la théorie à la pratique, à la réalité, on va dire, d'une situation qui n'a pas été anticipée. À chaque fois, on nous explique que ça ne sert à rien. Donc, porter un masque, ça sert à rien, sauf si on est un soignant. Les soignants, me semble-t-il, ne sont pas malades. Donc, s'ils mettent un masque, c'est bien pour éviter d'attraper la maladie. Donc, pourquoi ça marcherait pas sur nous alors que ça marche sur eux? Donc, je comprends bien que la réalité étant qu'il n'y a pas assez de masques, ils aillent en priorité à eux. Mais déjà qu'on nous le dise comme ça, ensuite qu'on dise pas aux gens, ça sert à rien de mettre des masques. Les tests, ça sert à rien. Il y a des pays qui l'ont fait, mais ça sert à rien. La réalité, c'est qu'on n'en a pas. Mais c'est exactement comme ça qu'a été faite la crise pendant tout le temps. Au tout début, je vais reprendre l'exemple évidemment qui avait été polémique avant celui des masques, celui des frontières. Ça ne servait à rien de fermer les frontières. Aujourd'hui, on ferme les frontières de l'Europe et en même temps, on met des frontières partout dans nos vies personnelles en fait. C'est-à-dire que la porte d'entrée de tous les gens dans un confinement, c'est une frontière. Oui, écoutez, Charlotte résume assez bien tout ce qui n'a pas été anticipé, la nécessité des frontières, la nécessité des masques, la nécessité des tests, la nécessité d'éviter trop de contacts alors que Macron incitait les gens à sortir au théâtre, et j'en passe. Donc, c'est parfaitement résumé. Ce qui est assez intéressant, c'est l'attitude de déni de Sibeth Ndiaye, et même si on va au-delà, le choix par les pouvoirs successifs de mettre en avant des personnalités issues, entre guillemets, de la diversité pour faire passer des choses très difficiles dans l'opinion. Alors là, on a comme porte-parole Sibeth Ndiaye, mais on avait eu avant, pour faire passer la loi travail, à l'époque de Hollande, Myriam El Khomri. Encore avant, au moment de la loi Taubira sur le mariage de personnes de même sexe, on avait eu Taubira, et comme porte-parole du gouvernement Vallaud-Belkacem. Donc il y a véritablement une instrumentalisation des minorités ethniques au service du politiquement correct et d'un certain point de vue au service de la censure, puisque on leur donne en quelque sorte un statut protecteur qui fait qu'on ne peut pas les critiquer aussi vertement qu'on le ferait avec d'autres personnes. C'est un vrai problème. Alors, ce qui est effectivement clair, c'est que là, le traitement médiatique, à part quelques voix comme Charlotte Dornelas, n'ose pas être trop direct dans la critique du gouvernement, parce qu'il y a eu plein de loupés, contrairement à ce que dit Sibeth Ndiaye. On pense par exemple aux assesseurs qui ont été contaminés, alors que Macron et Édouard Philippe avaient appelé au vote lors des municipales. On pense aux mutineries en prison qui ne sont pas couvertes par les médias autant qu'elles devraient. Bref, il y a pas mal d'éléments comme ça qui sont masqués. Malgré tout, on voit quand même poindre un début de critique chez certains journalistes. Jean-Yves, je vous propose d'analyser une séquence qui semble montrer que même Laurent Delahousse commence à se lasser des réponses du gouvernement. Où sont ces masques ? Alors d'abord, effectivement que ces masques sont indispensables pour les personnels soignants, personne ne dit le contraire. Oui, mais ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Mais vous reconnaissez qu'il en manque ? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Le ministère nous en avons parlé d'ailleurs ce matin même encore au Conseil de défense. Ces masques sont en cours de livraison. Oui, alors là, c'est quasiment de l'héroïsme pour Delahousse, qui est quand même un journaliste tout à fait convenable, tout à fait respectueux du gouvernement. Mais il se croit couvert parce que Nunez, il est sur l'avant-dernier mensonge du gouvernement. Il y a des masques qui vont arriver. Et entre-temps, il y a un ministre qui a lâché un peu la vérité en disant non, pour le moment, on n'a pas encore les masques. Et donc Delahousse s'appuie en quelque sorte sur un ministre pour démentir un autre qui n'est pas tout à fait au courant que les mensonges ont évolué. C'est assez extraordinaire. Ouais, effectivement, c'est de l'héroïsme. Alors même héroïsme pour Le Monde, qui se montre de plus en plus critique avec cet article « Coronavirus, les graves insuffisances françaises », dans lequel on peut lire
Après nous avoir dit qu'il y aurait des masques pour tout le monde, on découvre aujourd'hui qu'il y a pénurie. Et du coup, l'on entend dire que les masques ne servent à rien. Même chose pour les tests. Et le journaliste conclut, plutôt que d'appliquer les règles essentielles de la santé publique, on masque de graves insuffisances matérielles logistiques par de soi-disant arguments médico-scientifiques à géométrie variable. La mascarade continue. Donc Jean-Yves, le monde se rebelle. Ah, le monde se rebelle. C'est la vieille histoire, vous savez, qu'on raconte de l'officier qui dit à Napoléon, nous n'allons pas attaquer l'ennemi avec des canons parce que le terrain ne s'y prête pas, et puis parce que nous n'avons pas de canons. Et oui. Napoléon lui dit, écoutez, la deuxième raison me suffit. Les entrées historiques, évidemment, mais on est en plein dedans. Et on a un article qui est assez intéressant, qui démontre un petit peu les insuffisances françaises dont parle Le Monde, et même de la housse d'une certaine manière, et surtout Charlotte Dornelas, bien entendu. Cet article de l'Opinion, cette crise sanitaire qu'on a vu venir les bras croisés. Oui, alors c'est un article de l'Opinion qui est assez documenté à partir d'une étude d'ailleurs d'un chercheur du CNRS qui remonte en quelque sorte le fil des événements et qui montre que dès le 11 janvier, c'est-à-dire il y a 2 mois et demi, les Chinois avaient réalisé le séquençage génétique du virus et qu'à partir de là, ils l'avaient communiqué et qu'à partir de là, on pouvait commencer à fabriquer des tests un petit peu partout. On avait en tout cas les éléments pour fabriquer les tests. Il y a 2 mois et demi. Ensuite, le 5 février, on savait, toujours à travers cette revue scientifique, Science, qu'il y avait une grande contagiosité du virus. Or, il est évidemment impensable que dans les services de l'État, dans les services de recherche, dans les services du ministère de la Santé, il n'y ait pas eu des gens qui soient au courant de cela. Le problème, c'est qu'on a un pouvoir très centralisé autour de Macron et de quelques personnes, et que par conséquent, les informations ont peu de chances de remonter. Et on a un pouvoir qui est surtout préoccupé, il faut bien le dire, de communication. Et là, je pense que la crise n'a pas été vue et que les Français, finalement, se retrouvent aujourd'hui victimes, otages du narcissisme gouvernemental, du narcissisme, de l'autisme narcissique du président Macron. Alors justement, les Français, eh bien, ils semblent peu convaincus justement par l'action gouvernementale. Un premier sondage montrait un rebond de la popularité d'Emmanuel Macron, mais un autre est venu préciser certains éléments. Jean-Yves, un sondage du JDD qui montre que les Français sont quand même sceptiques sur la gestion de la crise. Oui, alors que le président Macron soit remonté dans les sondages comme Philippe à l'occasion de la crise, c'est toujours le cas quand il y a une crise. Il y a une espèce de regroupement autour de celui qui incarne plus ou moins bien, plus ou moins mal la souveraineté. Donc il en bénéficie, pas de manière énorme d'ailleurs, parce qu'il est monté, je crois, à 51%, il a dû redescendre depuis, ce qui dans les circonstances n'est pas forcément très très bon. Mais surtout, quand on demande aux Français est-ce qu'ils ont trouvé que la crise avait été bien gérée, eh ben, les 2 tiers répondent on nous a caché une partie de la réalité. Les réponses ont été très lentes, les réponses ont été confuses et on n'a pas donné aux soignants tous les moyens dont ils auraient eu besoin. Donc, quand on pose des questions précises, les 2 tiers des Français répondent de manière très critique. Bon, ceci étant, ça veut dire qu'il y en a un tiers qui sont contents, bah bravo, hein. Ils se satisfont de peu, mais c'est comme ça. Alors, face aux doutes des Français et même des journalistes de plus en plus sérieux, eh bien, le gouvernement a fait un choix assez étonnant, la mise en scène militaire, avec par exemple une narration autour de l'installation de l'hôpital de campagne militaire à Mulhouse, ou encore l'utilisation du tonnerre pour le rapatriement de 12 malades depuis la Corse jusque sur le continent. Jean-Yves, c'est une mise en scène assumée, on va dire. Alors là, c'est de la santé spectacle, hein, avec l'aide des armées, puisqu'il y a une disproportion absolument énorme entre les gens qui sont pris en charge, quelques dizaines de personnes par l'hôpital militaire qui est mis en place en Alsace, alors qu'il y a des lits vides dans les cliniques privées, 12 personnes pour le porte-hélicoptère qui fait revenir de Corse vers le continent un certain nombre de malades. C'est de la santé spectacle. Par contre, il y a énormément de papiers, d'articles, d'images sur cela. De même que la visite très médiatisée
de Macron à Mulhouse, c'est aussi de la santé spectacle. Alors les macronistes d'ailleurs expliquent que c'est Clémenceau sur le front de la guerre. Enfin, c'est un Clémenceau de Playmobil, Macron. Et encore, j'espère que Playmobil ne me fera pas un procès pour cette comparaison très désobligeante pour cet excellent jouet. C'est vrai qu'il était le discours soi-disant impromptu d'Emmanuel Macron était effectivement très guerrier et s'inscrivait parfaitement dans cette logique de spectacle santé militaire que vous décrivez. Alors, on a vu que les journalistes commençaient à se poser quand même des questions et heureusement, Jean-Yves, pour vous rassurer, voici 2 exemples qui démontrent que les journalistes sont toujours quand même en ordre de marche pour défendre Macron malgré tout. D'abord, Paris Match, fidèle au poste, qui rédige un article. Brigitte Macron à la rescousse des soignants sous tension. Et Brice Couturier qui persiste et signe dans sa dénonciation du complot russe qui mettrait à mal la France dans cette crise du coronavirus. Oui, alors ce seraient les bots russes qui aggraveraient la situation en France, créeraient la panique. Je dois dire que c'est assez grandiose. Hein. S'il y a un certain nombre de personnes qui sont en télétravail, qui ont des difficultés pour occuper leurs enfants, je pense qu'ils devraient faire appel à Brice Couturier, parce que c'est un humoriste de grand talent, et ça pourrait les distraire. Là, le coup des Russes, là, c'est formidable, hein, vraiment extraordinaire, quoi, extraordinaire. Il a France Culture, hein, Brice Couturier. Service public. Le service public, effectivement. Alors, autre sujet de la faillite gouvernementale, Jean-Yves, c'est bien entendu le confinement dans les quartiers dits sensibles. Hein. Ce confinement dans les quartiers dits sensibles qui semble impossible à faire respecter. Exemple avec Le Point qui publie un reportage qui concerne d'ailleurs le 18e Barbès, la zone de Barbès. Intitulé, en citant l'une des personnes interrogées, « J'en ai rien à foutre du confinement ». Dans cet article, on apprend qu'un témoin de tout ça, Mourad, ne peut contenir sa colère. Il déclare « C'est une mission impossible d'imposer les règles à ces mecs et ne m'accusez pas de racisme, je suis un blédard comme eux. Ils se foutent de l'autorité de ce pays et de ses lois. Certains me répondent qu'ils sont là pour niquer la France. » Et le journaliste qui donc recueille ce témoignage à Barbès eh bien, a conclu « Dans le 18e arrondissement, la densité de population est toujours importante. Les trafiquants continuent impunément leur business sur l'espace public. » Donc on voit que Barbès, c'est compliqué. Et par exemple, dans d'autres quartiers, ça l'est aussi, comme à Trappes. Confinement, la mairie de Trappes revient sur son projet de couvre-feu, un projet qui a fait long feu, c'est le cas de le dire. Et puis il y a évidemment cet article du Canard enchaîné qui démontre Jean-Yves, qu'il y a un 2 poids 2 mesures dans l'application du confinement, puisque les banlieues sensibles eh bien, auraient un confinement beaucoup plus léger que le reste du territoire. Oui, alors je crois que c'est le président Hollande qui avait parlé de quartier en sécession, et c'est ce que reconnaît le ministre de la Police, M. Nunez, qui explique au préfet de zone, c'est-à-dire responsable de la sécurité, et aussi accessoirement de la santé d'ailleurs, que ce n'est pas une priorité que de faire cesser les rassemblements dans les quartiers de l'immigration. Or, il est évident que le virus, il va circuler aussi facilement dans les rassemblements de jeunes immigrés que dans les rassemblements de jeunes Français de souche. Donc, où on applique une politique sanitaire sur l'ensemble du territoire, où on ne l'applique que sur une partie du territoire, et ça veut dire que c'est une partie de l'efficacité qui va évidemment disparaître. Enfin là, l'aveu du ministre de la Police est tout à fait clair. Il y a des quartiers où la loi ne s'applique pas. C'est pas la peine de nous baratiner avec les valeurs de la République, les lois de la République, etc. Il y a des quartiers où ça ne s'applique pas, tout simplement, parce que ce sont des quartiers étrangers, de fait. Voilà. Alors, les conclusions de ces observations semblent finalement un petit peu compliquées à tirer pour les journalistes, même si Jean-Jacques Bourdin lui-même ose un petit peu, avant de se raviser bien vite, c'était face à Sibeth Ndiaye.
Vous parliez des plages, mais dans certains quartiers aussi, je dis la vérité, dans certains quartiers, la population ne respecte pas les règles de confinement. Vous le savez bien, Sibeth Ndiaye. Dans certains quartiers, il n'y a pas de respect. Dans les banlieues, par exemple, c'est plus difficile. Alors, justement, attention, je ne veux pas qu'on commence à dire que c'est parce que ce sont des banlieues, avec des populations de telle ou telle origine, que les gens ne respectent pas les règles. Non, c'est parce que les appartements aussi sont plus petits. Et qu'il y a plus de monde dans les appartements. Je vois bien le relan qui va très très vite arriver. J'entends les dérapages de certains. Et donc moi je préfère mettre le holà tout de suite. Il n'y a pas de moindre respect dans certains endroits que dans certains autres en fonction de la catégorie sociale ou de l'origine, j'allais dire, des pays d'origine de nos compatriotes. C'est doublement fabuleux. D'abord elle dit je mets le holà, donc il y a des sujets dont on ne peut pas parler. Ensuite, elle dit qu'il n'y a pas de problème particulier dans certains endroits plutôt que dans d'autres, alors que précisément son collègue, M. Nunez, nous a dit dans certains quartiers, on ne regarde pas ce qui se passe. Voilà. Donc on est dans le mensonge gouvernemental. Alors le sujet, il est extrêmement complexe à aborder médiatiquement, puisque même Pascal Praud, sur l'heure des pros, eh bien, il a peur de la censure. De la population, qui sont notamment dans les quartiers qu'on peut appeler populaires gentiment, et qui sont surtout des quartiers de l'immigration qui posent des problèmes tout le temps, les banlieues, etc., où là, les policiers racontent des trucs hallucinants. Et la nouvelle mode qu'ils ont trouvée apparemment depuis hier, c'est quand les policiers s'approchent de leur cracher dessus. Donc sans masque et sans gants, les policiers font comment en fait pour aller interpeller ces gens-là? C'est ahurissant. Synergie Police a fait passer on va des vidéos sur ce type de témoignage parce que ce sont des témoignages. Effectivement. Donc c'est. Oui, mais non, mais c'est toujours prudent. J'entends bien, mais. Non, mais ce sont des témoignages qui viennent de policiers malgré tout. Donc oui, on peut aussi quand même bien, faire crédit aux policiers de ne pas dire non plus n'importe quoi. Déjà, on est sur une ligne de crête puisque vous parlez de quartiers défavorisés et qui sont liés à l'immigration, dites-vous. Donc on va être prudent. Là encore, c'est très intéressant. Je sais que Pascal Praud a été très critiqué sur les réseaux sociaux par son attitude. Eh bien, moi, je dis que je comprends son attitude. Pourquoi? Parce qu'il est sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, comité de censure de l'audiovisuel en vérité, et il a la responsabilité, ce que le CSA appelle la maîtrise de l'antenne. La maîtrise de l'antenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un invité ou un intervenant qui tient des propos politiquement incorrect ou limite du politiquement correct, eh bien, celui qui invite, celui qui dirige l'émission doit dire « halte là, oh là, ça on ne peut pas le dire, vous ne pouvez pas dire ça, je ne peux pas vous laisser dire ça », il est quasiment obligé de le faire. Sinon, eh bien, c'est sa chaîne qui va avoir des problèmes avec la censure. Donc je comprends très bien ce que dit Pascal Praud, même si effectivement c'est un petit peu irritant, mais c'est les obligations de censure du CSA. On comprend aussi pourquoi on ne peut pas traiter les problèmes en France, pourquoi on ne peut pas traiter certains problèmes en France, pourquoi on ne peut pas en parler, parce qu'il y a la censure permanente, la censure du CSA, la censure des publicitaires, la censure de la justice. Eh bien, pas de censure à immédiat et on va passer à la revue de presse. Alors pour commencer cette revue de presse, eh bien, on se tourne vers l'Union européenne qui ne fait pas que donner des conseils pour se laver les mains en ce moment de crise du coronavirus, mais qui a également relancé le processus d'adhésion pour l'Albanie et la Macédoine, Jean-Yves. Oui, c'est assez logique d'ailleurs, puisque l'Union européenne, au fond, est à la remorque des États-Unis et de l'OTAN. Et comme la Macédoine vient d'être acceptée dans l'OTAN par décision de l'ensemble des États, c'est assez logique que l'Union européenne dise écoutez, bienvenue la Macédoine, bienvenue l'Albanie. L'Albanie, dont je rappelle que c'est un pays musulman à 70% et à direction politique assez largement mafieuse, bienvenue. Et tout ça passe évidemment quasiment inaperçu, puisque toute l'actualité est occupée par le coronavirus. Mais les nuisibles ne chôment pas. L'épidémie n'empêche pas les nuisibles d'agir. Alors, autre actualité qui est un petit peu occultée par la focalisation totale des médias sur l'épidémie, eh bien, c'est ce qui se passe en Grèce, à la frontière entre la Grèce et la Turquie, avec Jean-Yves des scènes d'affrontement qui sont quand même très impressionnantes. Alors, c'est évidemment
extrêmement important. Ça mériterait de faire la une de l'actualité s'il n'y avait pas effectivement une actualité qui touche les gens encore plus directement, puisque ce qui se passe en Grèce, qui va arriver chez nous, pour le moment, c'est quand même à 1500 km, alors que le fait d'être confiné dans son appartement, c'est à quelques mètres. Donc, effectivement, ça passe au second plan, mais ça reste extrêmement préoccupant. Et comme vous le dites, ce sont des images d'invasion, puisqu'il y a une volonté d'agression, de franchissement violent d'une frontière. Ce sont des images d'invasion, et c'est quand même extrêmement préoccupant. Heureusement que pour le moment, la Grèce résiste, alors que nous allons commémorer au mois d'août le 2500e anniversaire de la bataille de Thermopyles, où Léonidas avait retardé l'avancée des Perses. Tout un symbole, effectivement. Alors, autre actualité qui aurait pu mériter un traitement médiatique, c'est l'acharnement judiciaire, ou en tout cas les sanctions judiciaires contre Renaud Camus, puisqu'il a été condamné à 2 mois de prison avec sursis pour un discours précédemment, et que le parquet a fait appel pour obtenir une condamnation plus lourde. Et Jean-Yves, ça, effectivement, on n'en parlera pas dans les grands médias. Non, et on aimerait bien qu'un certain nombre de juges et de parquetiers soient un petit peu confinés. Mais, ça leur éviterait de répandre des épidémies de politiquement correct, ce qu'ils font avec un zèle admirable. A priori... Enfin, la justice ne perd pas le sens de ses priorités. Hein. On va libérer 5000 taulards, mais on essaye de faire un peu de place pour Renaud Camus. En sachant que théoriquement, les audiences sont reportées, mais a priori, celle qui le concerne le 2 avril n'a pas encore été annoncée comme reportée. Donc peut-être une justice d'exception pour Renaud Camus. Autre justice d'exception ou pas, c'est le Conseil d'État avec ce tweet d'Elisabeth Lévy. Entendu sur BFM, le Conseil d'État refuse d'ordonner un confinement total. J'ignorais que le Conseil d'État gouvernait la France. On les a élus quand, les conseillers d'État? J'arrive, une question qu'on peut se poser, effectivement. Alors, c'est une question assez extraordinaire. Il y a eu un certain nombre de soignants, de médecins, qui ont demandé au Conseil d'État, au fond, de définir la politique sanitaire du pays. Voilà. Alors, peut-être que sur le fond, ils ont raison de considérer que la politique sanitaire du gouvernement n'est pas la bonne, mais c'est évidemment pas au Conseil d'État, qui est une instance judiciaire, de décider à la place du gouvernement ou de l'administration, qui est une instance exécutive. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Conseil d'État a quand même été prudent. Il n'a pas donné d'instruction directe au gouvernement, mais il s'est quand même déclaré compétent. Il aurait pu dire, bah non, écoutez, là, on nous demande d'intervenir dans l'exécutif, on n'est pas compétent. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, ça serait un peu mieux de faire ça. Voilà. Et donc, c'est un débordement absolument incroyable. Et Elisabeth Lévy a tout à fait raison de demander, mais quand est-ce qu'on les a élus? Ben, on ne les a pas élus. Alors, pour terminer cette revue de presse, eh bien, on se tourne vers Libération. Libération qui titre « Identitaire RN, comment l'extrême droite veut tirer profit du coronavirus ». Ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est le choix de l'image. Bardella est un homme plutôt modéré, et ben, on arrive quand même à le diaboliser avec une photo absolument extraordinaire, d'abord prise en contre-plongée, donc évidemment qui fait un peu peur, et puis avec derrière une espèce d'ombre diabolique. C'est quand même absolument extraordinaire. C'est une photo de propagande, quoi. Voilà, incroyable, incroyable. Effectivement, c'est de la propagande totale. Alors, on va passer au deuxième sujet, chloroquine, grand raoult médiatique. Avec son allure de druide gaulois et sa promesse de potion magique, le professeur Raoult tient le pays en haleine. C'était le sujet médiatique de la semaine. L'hydroxychloroquine vantée par le professeur Raoult sera-t-elle le remède miracle à l'épidémie de Covid-19 ? Ce qui est certain, c'est que le débat a été féroce sur tous les plateaux de télévision. Après un test peu solide, il faut l'admettre, réalisé par les équipes du professeur Raoult, avec d'un côté ceux qui voient en la chloroquine un possible espoir à tenter, faute de mieux,
et de l'autre côté, ceux qui veulent attendre des études complémentaires. On a les prises de position des divers camps qui ont été relayées plutôt à parts égales et plutôt de manière neutre par les médias. Mais avant de regarder plus en détail les réactions journalistiques, que dire de cette polémique, Jean-Yves ? Bon, écoutez, c'est un emballement médiatique. C'est un emballement médiatique parce que Raoult est un personnage qui détonne, qui est assez exceptionnel. Et puis, il y a l'espoir d'un médicament miracle, vous avez dit d'une potion magique. Donc, il y a tous les éléments de l'emballement médiatique. Mais c'est vrai qu'il y a eu les deux points de vue qui ont été donnés. Là, c'est assez équilibré. Avec d'ailleurs, dans les deux cas, des petits bobards, parce que pendant l'épidémie, les bobards continuent quand même. Hein, mais il y a eu les deux points de vue, donc il y a eu des bobards d'ailleurs des deux côtés. C'est assez significatif, c'est assez intéressant. Ouais, alors effectivement, tous les points de vue ont pu un peu se prononcer, y compris ceux qu'on aurait aimé ne plus entendre quelque temps, ceux donnés par Michel Simès. La médecine, ce n'est pas de la prophétie. La médecine, ce n'est pas de l'intuition, c'est de la conviction. Et la médecine ne se fait pas par une publication dans Le Parisien, Le Monde ou Le Figaro. La médecine ne se fait pas sur un essai sur 24 patients, même si nous sommes dans l'urgence. Ce matin, le professeur Raoult dit dans une interview au Parisien que même Trump a tweeté sur les résultats de ses essais. Comme si Trump était une référence scientifique mondiale. Vrai, oui. Oui, alors c'est extraordinaire. Simès, ça se comporte comme porte-flingue du gouvernement, puisque le gouvernement est hostile aux propositions de Raoult. Donc Simès se conduit en porte-flingue du gouvernement. Simès donne des leçons de médecine, ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que quand la réserve sanitaire fait appel à lui, ils sont quand même prudents. Ils ne font pas appel à lui comme médecin, mais comme infirmier. Donc c'est quand même assez plaisant. Voilà. Bon. C'est quand même incroyable de le voir donner, de pontifier d'une telle manière sur la médecine, alors même qu'il s'est trompé de manière magistrale. Alors, c'était pas le seul. Didier Raoult lui-même, par exemple, s'était trompé il y a quelques semaines sur la dangerosité du virus. Mais bon, malgré tout, Michel Simès, qui a tant péroré sur tous les plateaux télé, on attend un peu d'humilité, ce qui n'était pas le cas. Donc voilà. Autre prise de parole assez critiquée, celle de la spécialiste Karine Lacombe au JT de France 2. Je suis absolument écœurée par ce qui se passe. Sur la base d'un essai qui est absolument contestable sur le plan scientifique et qui ne montre absolument rien quand on regarde exactement les chiffres, exactement la façon dont il a été mené, on expose les gens à un faux espoir de guérison. Même si ce médicament peut potentiellement avoir une activité, ce qui a pu être montré sur des données in vitro, on ne peut pas comme ça maintenant le donner à n'importe qui dans n'importe quelle condition. Je pense que c'est extrêmement dangereux et ça fait partie de cette réaction insensée et complètement hors base scientifique correcte. Donc il faut faire extrêmement attention. Alors cette intervention elle a été critiquée sur les réseaux sociaux, notamment par Joachim Son-Forget, le député ex-En Marche, qui a révélé que Karine Lacombe avait été rémunérée, comme beaucoup d'autres spécialistes, par des labos qui avaient des intérêts contraires à ceux à une mise en place en circulation de la chloroquine. Jean-Yves, on voit donc qu'il y a eu un travail de réinformation fait par Joachim Son-Forget, puisque les médias n'ont pas évoqué cette question-là. Oui, alors bon, ceci étant, si on regarde, elle a touché 500 € par mois pendant quelques années, c'est pas non plus, par rapport à ce qu'elle gagne par ailleurs, c'est pas non plus extraordinaire. Simplement, ce qui est vrai, c'est que tout simplement, il y a des équipes médicales, il y a des équipes de chercheurs qui sont au fond dans certaines écuries et d'autres dans d'autres écuries. Je la trouve quand même un peu péremptoire, elle aussi, dans le fait que ça ne peut pas marcher et tout, renvoyer à des études scientifiques qui vont mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois à sortir, dans le meilleur des cas. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent quand on est dans l'urgence. Il faut peut-être prendre quelques risques et tenter un certain nombre de traitements sans être tout à fait sûr qu'ils soient efficaces. Voilà. Je la trouve un peu péremptoire. Bon, après, qu'elle travaille en liaison avec certains labos plutôt qu'avec d'autres, je crois que c'est un peu inévitable en matière médicale d'avoir des liens entre le médical et le pharmaceutique. Voilà.
Oui, y compris l'équipe de Didier Raoult a des liens avec les banques, certains labos. Oui, etc. alors on a dit Didier Raoult a des liens avec Sanofi qui produit la chloroquine. Mais enfin, comme la chloroquine est un produit qui doit valoir 2 € et qui est dans le pot commun depuis 70 ans, là, c'est pas pertinent non plus. Non, mais c'est pour dire que... Pas pertinent, on peut dire. C'est pour dire que tous les spécialistes du milieu sont liés à des labos d'une manière ou d'une autre, et c'est pas forcément révélateur d'un immense complot non plus, c'est juste le fonctionnement du milieu en lui-même, quoi. Au rayon des bobards journalistiques, eh bien, l'AFP a fait fort avec cette information, reprise ici par le HuffPost. Un Américain meurt en prenant de la chloroquine en prévention, en sachant que le titre a même été modifié par rapport au premier titre choisi, puisque le HuffPost finit par dire « Coronavirus, il prend du phosphate de chloroquine après avoir entendu Trump en vanter les mérites et meurt ». Donc Jean-Yves, on est face à une fake news. Ah oui, tout à fait, puisque le phosphate de chloroquine, en l'occurrence, c'est un détergent. Donc c'est un produit qui était fait pour nettoyer l'aquarium des poissons rouges, donc c'est pas du tout de la chloroquine. Alors, bon, là, on a la petite désinformation qui va bien, de l'AFP, du Huffington Post, reprise un peu partout. Ce qui est plus grave, c'est que c'est repris à la tribune de l'Assemblée nationale par le ministre de la Santé, qui est médecin quand même, donc il doit savoir la différence entre différents produits. Et donc là, on a un petit bobard qui est un bobard de presse doublé d'un bobard gouvernemental. Voilà, dans un but précis qui est là de dénigrer un produit, un médicament dont on n'est peut-être pas absolument sûr qu'il soit miracle, mais dont on est quand même aussi à peu près certain qu'il n'est pas particulièrement nocif. Alors on note également cette erreur monumentale de France 3, cette fois un petit peu dans l'autre sens. Ils m'ont sauvé la vie, traité à la chloroquine au CHU d'Amiens, un patient atteint du coronavirus témoigne, ça c'était le titre de l'article. Sauf que, bien, retournement incroyable de situation, ce patient n'était pas atteint de coronavirus, contrairement à ce qu'il pensait, puisque l'hôpital l'a testé négatif au coronavirus à 2 reprises. Donc on a bon, c'est pas vraiment un bobard, c'est plutôt un gros manque de chance pour le journaliste, on va dire. Oui, et puis, objectivement, un seul patient, ça ne prouve rien, parce que vous avez dans le Midi, vous avez M. Estrosi ou Mme Boyer qui disent on a été traité par la chloroquine, on va bien, ce qui est une bonne chose, ce qui prouve que c'est pas nocif au cas particulier, mais peut-être qu'ils auraient guéri sans cette prise de médicaments. Là, il y a une incertitude. On ne veut pas tirer de généralité d'un cas particulier. En tout cas, pour les cas particuliers qui sont soignés, qui sont sauvés, c'est très bien. Alors Jean-Yves, avant d'en passer au coup de chapeau et de terminer cette émission, sur ce point de la chloroquine, voilà, quel est votre avis sur le fond de la question ? Écoutez, je vais essayer d'être tout à fait prudent. Je crois que c'est vrai que l'étude sur 24 cas n'est pas totalement probable scientifiquement. C'est vrai aussi que c'est un médicament qui est essayé quand même dans beaucoup de pays. Je crois qu'il y a 5 ou 6 pays qui l'utilisent dans le traitement du coronavirus. C'est peut-être là qu'il faut regarder. Le fait de dire on attend d'avoir des résultats des études que nous faisons de manière scientifique sur des échantillons assez larges et qu'on aura dans 2 ou 3 mois, c'est pas forcément non plus ce qui est le plus pertinent. Je pense que dans cette affaire, à la fois de chloroquine, mais de manière plus générale dans cette affaire de coronavirus, alors qu'on est dans un monde mondialisé, on a finalement très peu regardé comment ça se passait ailleurs, comment ça se passait en Chine. Bon, en Chine, qu'est-ce qui se passe, c'est peut-être difficile de savoir. Comment ça se passe en Corée, comment ça se passe au Japon, comment ça se passe à Taïwan. On n'a pas assez regardé, à mon avis, ce qui se faisait ailleurs, parce que là, on n'a pas forcément le temps d'attendre 3 mois pour décider ce qu'il faut faire, parce que c'est maintenant qu'on a besoin de soigner les gens. En tout cas, ce qui est un petit peu surprenant, c'est les propos du ministre de la Santé, qui définit l'utilisation de la chloroquine dans des conditions tout à fait particulières, puisqu'en gros, c'est quand vous êtes pratiquement en bout de piste, alors que la thèse de Raoult, c'est qu'il faut les utiliser au contraire au début de l'épidémie, et surtout la tendance du ministre de la Santé à vouloir se substituer
à la liberté de prescription des médecins. Si un médecin considère que c'est une bonne solution pour un patient et que le patient l'accepte, je ne vois pas en quoi c'est au ministre de la Santé de décider ce qu'il faut pouvoir faire ou non. Là, il y a un véritable problème qui est peut-être aussi une certaine forme de dérive totalitaire. Ok, en tout cas, s'il y a bien une chose qu'il faut retenir de cette chloroquine, de cette polémique de la chloroquine, c'est aussi la personnalité de Didier Raoult, qui là clairement a crevé l'écran et aujourd'hui est une superstar. Il a publié une tribune dans Le Monde, il est interrogé, il est demandé par tous les médias, etc. Il a créé un compte Twitter qui a plus de 60 000 abonnés en 24 heures. Donc on a un phénomène médiatique qui est en train de s'élever et c'est assez impressionnant à regarder aussi. Et espérons que le phénomène médiatique soit suivi d'un phénomène médical. Oui, ça c'est le plus important. Alors Jean-Yves, ça va être la fin de cette émission et un coup de chapeau pour terminer cette émission, je crois que c'est à Édouard Chano. Oui, Édouard Chano est un journaliste de Sputnik. C'est un journaliste qui travaille. Ça paraît absolument étonnant. Il travaille dans un média un petit peu dissident, un média de réinformation. Sputnik est un média russe. Et il a sorti 3 vraies infos il a été le premier à les sortir sur des questions de sécurité, à la fois sur l'existence de djihadistes dans la police avant et actifs, y compris avant l'affaire Harpon. Il a sorti aussi très tôt le fait que, ma foi, le confinement n'allait pas s'appliquer dans certains quartiers. Donc il fait un vrai travail de réinformation sur les questions de sécurité. Ça devient un spécialiste des questions de sécurité. C'est tout à fait intéressant, c'est quelqu'un à suivre, bien sûr. Très bien, bien Jean-Yves, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou et de partager cette vidéo au maximum. Et puis Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.